طرحنا السؤال: ما هو الإسلام؟ الشريعة؟ الدين؟ النص؟ ما معنى كلمة النص؟ وهل كان القدماء يستعملون كلمة النص أم استعمالها حديث؟ ما معنى قطعي؟ ما معنى هذه كلها؟ هذه المصطلحات خصها تدقيق عاد ندخلوا للموضوع. أنا غادي نرجع ناخذ الكلام، ولكن غنبدا بالأستاذ عاصف، ومن بعد نعطي الأستاذ الرفيقي، ومن بعد ناخذ أنا حكاية الكلام. Permettez-moi d'abord de remercier l'Institut français et de remercier vivement Madame Lebar aussi qui continue à déployer beaucoup d'efforts pour que ce débat continue à travers les villes du Royaume. Commençons d'abord par expliquer le choix du titre du livre. Pourquoi les hommes défendent l'égalité en héritage? Tout simplement pour la simple raison qu'il y a une idée qui circule dans la société qui dit que les hommes ne veulent pas, n'acceptent pas le partage d'héritage et l'égalité parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts économiques. Alors si on revient un peu en arrière, 63 ans, 57, 58, en Tunisie, il y avait un leader politique avec beaucoup de charisme qui était Habib Bourguiba et qui essayait de maintenir des équilibres entre l'élite progressiste libérale et les forces conservatrices, notamment les fuqaha de Zaytouna. Il écoutait tout le monde. Il voulait, après avoir décidé l'interdiction de la polygamie, il voulait également décider le partage d'héritage à égalité. Alors il y avait le grand frère de Tunisie, Tahar Ben Ashur, qui lui a dit ceci. Il lui a dit: الرجال لا يريدون والنساء لم تطلبن وهذا أمر متروك للزمن. Les hommes ne veulent pas, refusent. Les femmes ne demandent rien de ça. Et c'est une question qu'on doit laisser de temps en temps, comme on dit. Alors, quelques décennies après, il y a eu le mouvement féministe le plus puissant de l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, c'est le mouvement tunisien. Il y a eu beaucoup de changements qui ont affecté la société tunisienne. Il y a eu des forces civiles progressistes qui sont devenues porteuses de cette idée d'égalité des sexes. Et aujourd'hui, voilà la Tunisie qui décide de trancher et de décider dans la loi, c'est-à-dire que les femmes et les hommes doivent être égaux dans l'héritage. Alors, je m'adresse au monsieur qui a dit que peut-être ce n'est pas encore le moment, que la société est encore trop conservatrice, etc., ou archaïque, ou traditionnelle, etc., pour dire qu'on est à 62 ans d'indépendance, plus d'un demi-siècle. Et on n'a plus le droit de dire que ce n'est pas encore le moment, parce qu'on a vécu de grands changements autour de nous, dans le monde, comme dans l'Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, et au Moyen-Orient également. On a vécu beaucoup de changements. On a développé un débat public très avancé sur tous les niveaux, le niveau politique, le niveau moral, le niveau de la littéraire même, le niveau de la pensée et du débat intellectuel, le niveau juridique, etc. Donc on n'a plus le droit, à mon sens, de dire que ce n'est pas encore le moment de débattre de cette question. Au contraire, il y a quelques années, c'était encore un grand tabou, fermé et rigide, cette question d'héritage. On ne pouvait même pas commencer à ouvrir le débat, parce que à chaque fois qu'on essaie d'ouvrir le débat, il y a des gens qui nous tombent dessus pour nous dire c'est une porte qui est claquée, qui est fermée il y a 1400 ans. هذا باب أغلق منذ 1400 سنة ولا يفتحه إلا الشيطان. لاعب. Mais quand même, aujourd'hui, on est en plein débat, en pleine réflexion sur cette question
Donc, on a réalisé des acquis. Et le plus grand acquis au Maroc, c'est d'abord ce débat public. C'est d'abord ce dialogue, ces échanges à travers les villes, hein, dans les radios privées, dans les journaux, dans les sites électroniques. Il y a le débat sur l'héritage et sur l'égalité des sexes. Donc, on a réalisé, hein, un premier acquis, c'est qu'on a ouvert le débat courageusement. Il y a toujours les gens qui demandent qu'on arrête, mais on ne peut pas arrêter. Par la force des choses, il faut aller de l'avant, il faut continuer, il faut, c'est-à-dire franchir le pas vers c'est-à-dire le vrai débat, hein, qui pose la question des textes, hein, et la relecture, la nécessité de relire ces textes, c'est-à-dire les textes sacrés, hein, les textes religieux, et revoir également et revisiter le fiqh, c'est-à-dire toute la jurisprudence qui a été produite à travers les siècles. Et il faut également poser, à mon sens, 3 questions fondamentales aujourd'hui. La première, est-ce qu'on va continuer à donner la priorité et la primauté à la religion sur l'être humain? Wesh, pourquoi je pose cette question? Parce que toute la jurisprudence musulmane, le fiqh islamique, il était basé sur ce dogme. C'est que la religion d'abord et l'être humain vient après. Alors que c'est faux. Parce que, en fait, toutes les religions sont là pour l'être humain, pour préserver la dignité humaine. On n'est pas là pour servir une religion. Mais c'est la religion qui est là pour nous servir. Donc, l'être humain d'abord. Il faut remettre en cause cette question de la primauté de la religion, la suprématie de la religion. أولوية الدين على الإنسان. الضرورات الخمس عند الفقهاء، الضرورات الخمس أمور اللي هي ضرورية. أولا حفظ الدين. Et après ils disent حفظ النفس. Comment est-ce qu'on peut حفظ الدين alors qu'on n'a pas d'abord protégé النفس? Il faut d'abord protéger l'être humain pour qu'il puisse adorer Dieu, pour qu'il puisse être croyant et comprendre la religion, etc. Ça, c'est la première chose qu'on doit revoir. Et avec cette réflexion, on peut vraiment franchir le pas vers la décision qui nous interpelle tous, c'est de trancher pour l'égalité des sexes. Le deuxième problème, c'est celui de la relation entre le texte et la réalité historique. On a toujours lu les textes religieux comme étant des textes sacrés qui descendent du ciel. Alors qu'en fait, on ne peut pas comprendre ces textes-là sans les mettre dans leur contexte historique. ما يمكنش نفهموا أي نص كيفما كان ديني أو غير ديني بدون وضعه في سياق التاريخي، لأن لكل نص كيفما كان سياق. وهذا كيتكلموا الفقهاء على أسباب النزول. La troisième question, c'est le monopole de la parole sur la religion. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'il y ait des gens qui monopolisent eux seuls le discours sur la religion. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société, on n'est plus dans une jama'a, un groupe religieux cohérent. On est dans une société. Et la différence entre la société et al-jama'a, c'est que la société, elle est marquée par la diversité et par le pluralisme. Hein. Et le respect de la différence et le respect de l'autre est fondamental pour vivre ensemble dans une société. Alors que al-jama'a, au sens traditionnel, c'est un groupe religieux cohérent où tout le monde a la même religion et qui essaie d'appliquer uniquement les textes sans les mettre en cause, les remettre en cause, et sans également essayer de trouver une autre référence que la référence religieuse. Donc, je crois que ces 3 questions-là, elles sont fondamentales pour revoir un peu cette question, le statut de la femme dans la société et la question d'héritage. Alors, notre société, elle n'est pas conservatrice. C'est une société qui a été retraditionnalisée
par les politiques publiques, à travers 40 ans du règne de Hassan II, il y a eu des politiques qui ont retraditionnalisé la société. C'est pourquoi on est revenu en arrière. On est revenu en arrière. Il y avait beaucoup plus de tolérance pendant les années 60-70 qu'aujourd'hui au Maroc. Donc on n'est pas dans une société traditionnelle, mais une société qui a été traditionnalisée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on change le système éducatif, quand on change les médias et les orientations politiques des médias et de l'enseignement, on peut arriver à éduquer une société vraiment moderne où tout le monde se respecte, où tout le monde sont égaux.